Donc, Monsieur Xis, qui est, comme l'a dit Paul tout à l'heure, membre de la FSGT, qui est également journaliste au magazine SoFoot sur Radio France, si je ne me trompe pas. J'interviens sur Radio France, je ne suis pas encore pris. Oui, pas encore journaliste chez Radio France, mais ça viendra. Je n'ai pas forcément inspiration. Mais très bien. Et aussi à Sport et Plein Air. La revue de la FSGT. Voilà. Donc oui, je vais commencer. Je vais essayer d'être un peu rapide, parce que on m'a passé une commande compliquée. Est-ce qu'il existe un foot différent à la FSGT? Vaste sujet, comme j'en rigole, je suis venu faire de la propagande, mais on va aborder ça comme un peu sérieusement. Par ailleurs, moi j'ai commencé par faire des études d'histoire, il m'arrive de temps en temps encore d'y retourner à cette première passion. Ensuite, effectivement, je suis devenu journaliste, notamment pour le magazine SoFoot, et pas que pour lui, mais essentiellement. Je travaille maintenant à la FSGT, notamment à leur revue qui s'appelle Sport et Plein Air. Donc je vais alterner les tifos et on va essayer d'être un peu clair. La FSGT, Fédération Sportive Unie du Travail, est l'héritière du mouvement sportif ouvrier en France. Elle a été fondée en 1934 de l'union de deux structures qui étaient une socialiste et l'autre communiste. Auparavant, le sport ouvrier est apparu en France en 1908. Il a été fondé, je balaye vite, mais il a été fondé par un homme qui s'appelait Abraham-Henri Klenhoff, qui était le premier journaliste sportif de l'humanité, période Jaurès, qui était un joueur de football association, parce que c'était à l'époque comme ça qu'on l'appelait. Et ce qui est très marrant, et je vais rebondir sur l'intervention liminaire, à l'époque, quand il avait voulu lancer le sport dans les mouvements ouvriers, on lui a expliqué qu'en Angleterre, on voyait bien ce qui se passait avec le professionnalisme, que ça asservissait les gens, et notamment les ouvriers, et qu'il fallait surtout pas faire rentrer ça dans la culture ouvrière française. Donc, vous voyez, les débats ne sont pas nouveaux, et c'était pas les sommes d'argent qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était une petite musique qui existait. Le foot, c'est une fédération sportive omnisport, donc le foot est un sport parmi d'autres, mais il est très important. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est un État dans l'État, et c'est vraiment pas faux. Même parce que souvent le profil des gens qui s'en sont occupés, de ces dirigeants, était très singulier, souvent beaucoup plus ouvrier que le reste de la fédération, qui en particulier à partir des années 60, comptait beaucoup d'anciens profs de PS ou ce type de profil, ou gens issus plutôt, entre guillemets, des classes moyennes intellectuelles, comme on dit, qui n'est absolument pas péjoratif, j'en suis un exemple. Mais donc voilà. Mais ce football au sein du sport ouvrier, du sport travailliste, et ensuite donc de la FSGT, qui parle maintenant de sport populaire, est quand même très lié, évidemment, au sport et au football dominant, entre guillemets. Je rappelle que, par exemple, même au sein de la FST, Fédération Sportive du Travail, affiliée à l'Internationale Rouge des Sports, basée à Moscou, en Union soviétique, vous aviez le premier petit fascicule qui date de 1931, vous aviez indiqué au tout début, nous reprenons les règles de l'International Board. C'était indiqué comme ça, donc c'était ça qu'on jouait comme type de football, donc il y avait un rapport très fort à ce football dominant. Et autre exemple un peu plus tardif, en 1938, vous savez, régulièrement à l'époque, Arsenal venait jouer en France dans le cadre d'un tournoi lié à la mémoire de la Première Guerre mondiale, et vous aviez eu un article dans l'Humanité extatique devant le style de jeu des joueurs d'Arsenal, qui était à l'époque une des plus grandes équipes d'Angleterre, qui était un peu... Donc voilà, on disait du vrai tripotage de ballon. Vous aviez des articles beaucoup plus, effectivement, admiratifs devant l'URSS, mais très posés sur incarnation du succès du socialisme à travers le football. Quand on parlait après du jeu en soi, vous aviez plutôt des choses tournées vers l'Angleterre. Donc ça prouve à quel point le poids était fort de ce football dominant. Et aujourd'hui encore, je vais le revenir un peu plus tard, le foot FSGT est très lié au modèle dominant, à cette grande culture football. Moi j'ai une expression, le foot est plus grand que la FIFA, mais cette grande culture football très variée, très diverse, mais dans laquelle la FSGT existe. Moi, ce que je devais commencer par vous présenter mon intervention, je dirais que le foot FSGT, c'est un peu le punk et le hip-hop du football. C'est-à-dire que c'est le punk au sens où, au sein d'une culture dominante, forte, le rock traditionnel, à un moment, il y a une volonté de le subvertir. Et c'est le hip-hop parce qu'on prend des éléments de ce grand football dominant et on le remixe et on en fait autre chose. Vous verrez dans mon intervention si j'arrive à vous convaincre de ces très belles métaphores musicales. Mais c'est un peu le sens de ce que j'essaie d'expliquer rapidement. Il y a plusieurs axes que je vais développer. Ça va être en 3 points parce que je suis resté là-dessus depuis mes jeunes années d'étudiant. Le premier, je vais vous expliquer comment la FSGT essaye de rendre le football cohérent avec son discours et sa vision du sport, et ça va notamment beaucoup avec l'adaptation des règles, l'innovation comme on explique souvent en FSGT. Le deuxième point, c'est de prendre un exemple très singulier qui est le foot à 7,
qui est une création, pas une création, mais il y a un foot à 7 FSGT auto-arbitré qui connaît un grand succès. Aujourd'hui, aux 35 000 licenciés, même après le confinement, comme pour la FFF, on a à peu près retrouvé les mêmes chiffres, ce qui n'est pas le cas de tous les sports, hein, évidemment. Je rentrerai dans les détails pourquoi le foot à 7 a marché, et pas forcément pour des raisons qui avaient été anticipées au sein de la FSGT. Il y a des mécanismes profonds de société, de la culture foot, et même d'évolution du monde du travail qui l'explique. Et enfin, un dernier point, c'est sur les foot et le fait qu'aujourd'hui, les foot sont en train d'émerger au sein du football populaire qui défend la FSGT. Je citerai le walking foot, le foot mixte. Et je terminerai, puisqu'on est en train de rebondir sur l'intervention précédente, la difficulté du foot féminin en FSGT et du foot jeune. Voilà, c'est des points que je vais aborder. Alors, je vais essayer d'être à peu près cohérent. La FSGT a un foot à 11. Classique, qui a été très longtemps hiérarchique, traditionnel, avec la Coupe de l'Aune, c'est la Coupe nationale FGT, ou avec la Coupe de la Vouvrière, mais je reviendrai dessus, qui se joue donc sur des schémas dans le même type de terrain, etc. Progressivement, il y a une volonté de l'adapter, de réformer, et vous allez voir avec des problématiques qui sont aujourd'hui celles, par exemple, de la FIFA, que Arsène Wenger avait récemment mis sur le tapis. Alors, je ne partage pas toujours ce qu'il peut dire, mais il avait essayé d'avancer 2-3 idées. Je n'étais pas du tout d'accord sur la Coupe Bobby tous les 2 ans, ça par contre. Mais voilà, il y a le double arbitrage en FSGT. Vous n'avez pas un arbitre, vous en avez 2. Ça me fait toujours rire, parce qu'en fait, on dit souvent, on associe la FSGT, en tant qu'elle veut se débarrasser des arbitres. Dans une grande partie de son football, il y en a 2 sur le terrain. Ce qui n'a pas été simple, y compris pour le corps arbitral FSGT, de s'adapter à cette évolution, parce qu'arbitrer à 2, ce n'est pas la même chose que d'arbitrer sur un terrain avec des arbitres de touche. Il y a également la touche au pied. Alors ça aussi, ça a été très compliqué à mettre en place parce que les footballeurs sont des manchots, enfin en football association, et les footballeurs sont des manchots, donc on enlevait le dernier moment où globalement, à part le gardien de but évidemment, ou quelques génies comme Maradona, on utilise la main. Et il y a le carton blanc. Le carton blanc, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est. Le principe, c'est d'établir une limite, enfin, une étape intermédiaire entre le carton jaune et l'expulsion du joueur. On expulse 5 ou 10 minutes un joueur, comme ça peut exister dans le hockey sur glace, hein, pour ceux qui auraient des comparaisons en tête, et le temps qu'ils reviennent éventuellement. Alors, il y a quand même une punition pour l'équipe parce qu'elle joue en sous-effectif, mais elle va être moins nombreuse sur le terrain, mais c'est pas pour le joueur, il n'y a pas de volonté de l'exclure définitivement, avec comme principe de base de dire que ça donne la possibilité aux arbitres, quand ils voient qu'un joueur s'énerve, qu'il est en train de perdre ses nerfs ou qu'il est trop vindicatif, de lui dire non, tu vas te calmer sur le terrain, de demander aux entraîneurs de jouer leur rôle de modérateur, ou aux éducateurs, etc. Mais malgré tout, il sait qu'il peut revenir, donc ça peut-être... Le bilan qu'on a été tiré est comme toujours dans ces cas-là, parce qu'on est au début, mais mitigé, parce que d'une part, ça peut très bien fonctionner quand il y a des encadrements, des logiques qui sont suivies par les équipes. Ça ne peut pas forcément faire de miracle, mais pour l'instant, le double arbitrage fonctionne plutôt bien par contre. Donc vous voyez, ces innovations, elles se font à l'intérieur d'un football traditionnel, mais elles sont dans l'air du temps, dans la logique de la culture foot, puisque même au sein de la FIFA, il y a des débats autour de ça. Je sais, il y a beaucoup de résistance, hein, on est d'accord. C'est très compliqué de changer les règles au sein de la FIFA, si vous connaissez un peu le fonctionnement de l'International Board. Mais c'est quelque chose de profond, auquel, et en fait, de ce point de vue, les évolutions que la FSGT porte sont celles qu'elle peut assumer, parce qu'elle n'est pas dépendante d'une instance hiérarchique qui est la FIFA. Quand elle est en France, elle n'a pas de compte à rendre sur ce terrain-là. Et elle a une aspiration fondamentale, c'est de faciliter le jeu. Ce qui est son grand discours, il faut que tout le monde puisse jouer le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Je vais vous parler maintenant d'un deuxième élément qui s'appelle le foot à 7 auto-arbitré. Le foot à 7 auto-arbitré, qui compte aujourd'hui 30 000 à 32 000 licenciés, je n'ai pas les chiffres exacts, dans toute la France, qui a été exporté à travers les relations internationales de la FGT en Algérie ou au Japon, par exemple, est une activité qui s'est le plus développée au sein de notre fédération avec l'escalade ces dernières années, si on doit prendre deux éléments très différents, pas avec le même public du tout. Alors, elle est effectivement un motif entre guillemets, de fierté, parce qu'elle est assez emblématique et qu'elle intéresse même maintenant la FFF, et que l'UFOLEP en a aussi, mais pas auto-arbitré, hein, je ne veux oublier personne. Elle est née en mai 68 dans les usines banlieue nord, Aubervilliers, culture ouvrière très forte, mise en place par un militant syndical qui s'appelait Jolouchi, qui nous a quittés récemment. On était vraiment dans la culture ouvrière, foot, et l'adaptation, la culture FSGT traditionnelle, football. Et elle a été foot à 7, auto-arbitré, moitié terrain, pas d'arbitre,
Donc c'est aux joueurs qui régulent eux-mêmes le jeu. 7 joueurs, donc ça permet éventuellement de fonder des équipes plus facilement parce qu'on n'a pas besoin d'être trop nombreux. C'est plus flexible. Le succès de ce foot à 7, par contre, ne répond pas forcément à cette logique-là, à la suite de cette filiation. Parce que, en fait, le foot à 7 va remporter ce succès auprès de nos joueurs et au-delà, et ramener plutôt du monde à la FSGT, parce qu'il va rentrer en synergie avec des transformations profondes. D'une part, au sein de la culture foot, notamment avec, par exemple, la montée de la reconnaissance d'un football plus instinctif, de quartier. Je cite un exemple, le rappeur Cynic, pour ceux qui le connaissent, il joue en FSGT, et quand je l'avais interviewé, il m'a expliqué que pour lui, il voyait une continuité avec le foot en bas des tours, avec la culture hip-hop qu'il pratiquait, le côté, et il trouvait ça super sympa. Ça va rentrer en synergie avec également des évolutions profondes du monde du travail. Des années 70 à aujourd'hui, le monde du travail s'est transformé. Le besoin aujourd'hui de certains des salariés, quand ils veulent jouer au foot, de pouvoir le faire en semaine, parce que c'est un foot qui se pratique en semaine, et de garder le week-end, pour le coup, inversion de la lutte pour le temps libre, où avant, le week-end était le moment où on pouvait pratiquer des loisirs, dont le sport. Là, on veut garder le week-end pour soi et pratiquer ces loisirs plutôt en fin de journée pour avoir, pour d'autres raisons. Donc voilà, le monde du travail se transforme. D'ailleurs, si aujourd'hui il existe encore un foot corpo à la FSGT, et il existe très fortement, c'est à travers ce foot à 7. Il suffit de regarder le nom des équipes, et parfois venant d'espaces qui sont assez fort éloignés de nos valeurs, entre guillemets, la S Canal+, Winamax, les paris sportifs. Je rappelle que la FSGT, au début, c'était très fortement, et reste très sceptique sur les paris sportifs, et aujourd'hui, on sait que c'est devenu un débat de société, parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses à se poser en termes d'impact social et sociétal du football. Et voilà, il y a eu des très bonnes enquêtes, notamment par le Bondi Blog à ce propos. Donc voilà, mais pas que. Il y a bien sûr tous les associations des pompiers de Paris, des personnes hospitalières de je ne sais pas où, plus des équipes de quartier, etc. Mais là-dessus, le foot à 7 a permis à ces gens de pouvoir se remettre à jouer au foot souvent. Et je reviendrai dessus sur le remettre à jouer au foot. Souvent, en n'ayant pas besoin d'être 20 ou 15 pour avoir une équipe de foot à 11, en allant voir la société éventuellement qui leur file 3 maillots, et un peu, comme c'est la FGT qui distribue les terrains, donc il n'y a même pas besoin de plus que ça. Et donc ça a vraiment permis un football facile d'accès, et avec un grand succès de la formule auto-arbitrée. Il y a normalement et souvent beaucoup moins de soucis que dans le foot à 11, même s'il y en existe, mais c'est une formule qui pour l'instant n'a pas périclité, bien au contraire, qui n'a pas, qui n'a pas montré de limites insurmontables. Dernier point, les évolutions de la société, et le foot à 7, mais aussi le foot à 11, il faut le dire, a aussi, en évoluant, permis à des mouvements sociaux, des mouvements de fond, de rencontrer la FSGT. Je vais en citer 2 exemples. Le sport LGBT, nous avons un certain nombre de clubs issus du monde associatif LGBT+, maintenant, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, y compris donc en foot à 7, en foot à 11, et je reviendrai, ce sera un de mes derniers points sur le foot mixte. Le mouvement ultra, alors là, on en a un peu parlé, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup suivi en tant que journaliste. On a un grand nombre de nos clubs qui sont issus de, moi, ce que j'appelle maintenant les bases multiples du mouvement ultra, ce qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, à Marseille ou à Paris, des associations comme le CUP ou les Sauce Winners ou les Commandos Ultra font de la maraude pour les personnes dans la rue, etc., etc. Ça s'est vraiment diversifié. Elles ont fait beaucoup de choses. Le mouvement ultra a fait beaucoup de choses pendant que les confinements en faveur des personnels hospitaliers. Donc maintenant, le mouvement ultra se diversifie beaucoup. C'est un phénomène qu'on n'analyse peut-être pas assez. Et ils ont des clubs de foot qui se créent soit au sein des associations ultra, soit des gens du monde ultra qui fondent. Exemple à Toulouse avec le Passeport FC ou avec le Violet, alors je ne sais plus si c'est FC ou AC. Alors donc avec craquage de fumée, en même temps des tournois d'hommage à Bristaton, supporter ultra du Toulouse qui était mort en Yougoslavie, en Serbie, excusez-moi, qui a été assassiné par des hooligans serbes. Et donc, moi, le Passeport FC a fêté son titre de champion des FSGT. Les visuels, on s'aurait cru dans une tribune. Il y avait un tifo, il y avait des fumées de très belles couleurs. Enfin, tout ce qui est censé être interdit, je rappelle, mais y compris dans les stades amateurs. Donc voilà, ça a donc cette idée très forte que ce foot, en fait, son succès n'est pas lié à son origine qui était très fortement ancrée dans le mouvement ouvrier et dans ses combats, mais à l'évolution de la société et au fait qu'il y a des mouvances et des besoins qui sont rentrés en synergie avec une offre, entre guillemets, associative footballistique de la FSGT.
mon dernier point, il est plus problématique, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'au sein de la FFJT émergent encore de nouvelles formes de football. Et si bien le foot populaire FFJT peut interroger, et au-delà de la fédération, on le voit aussi bien dans d'autres structures comme la FSCF, l'UFOLEP, timidement à la FFF, et je renverrai, et ça mériterait une étude, la question du futsal qui a été très importante, c'est la diversification des foot et des besoins de jouer au foot. Le walking foot, je ne sais pas si vous connaissez, le foot marché, qui n'est pas pratiqué qu'en FFJT, mais qui se développe beaucoup. Alors on a des clubs en Corse, maintenant à Alençon, on va dans des coins, on ne pensait pas que ça pouvait prendre, renvoie quand même à l'idée qu'on peut jouer au foot toute sa vie. Avant, on avait quand même cette idée, tu commençais à apprendre à jouer gamin, tu t'éclatais un peu, tu pouvais peut-être revenir à 30-40 ans, retaper le ballon. À mon âge, par exemple, canonique, c'est fini normalement. Voilà, et ça rentre en synergie avec j'emploie beaucoup synergie. Ça rentre particulièrement en résonance, par exemple, avec la problématique du sport santé. Parce qu'un des grands enjeux du sport santé, c'est comment mettre les personnes en mouvement, notamment les seniors, mais autrement qu'à travers la rituelle séance de gymnastique, etc. Le walking foot, c'est du jeu. C'est du foot en marchant, mais c'est du jeu. Il y a des échauffements, il y a une dimension de mobilité, de corps, et il y a l'amusement, l'idée du sport au sens pur du terme, et de revenir. Voilà, après, évidemment, vous imaginez sur les réseaux sociaux ce que ça peut donner en termes de vannes, mais quand il y a des matchs à la télé, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a le développement du foot mixte. Alors ça, c'est une problématique qui est intéressante et qui est complexe, hein, mais c'est vrai que l'apparition de l'idée que les filles et les garçons peuvent jouer au foot ensemble, alors en adaptant les règles, hein, pour le coup, c'est vraiment pas du tout du foot à 11, c'est plutôt du foot à 5 ou du foot à 7, mais voilà, des tournois existent, il y a des clubs, comme les sportifs, il y avait le tiret inclusif que j'arrive pas à prononcer à l'oral, cette idée, quoi, donc le football peut se jouer comme il y a d'autres sports où il existe des pratiques mixtes, en FFJT en tout cas, et même dans d'autres, en volley, en basket, etc. La pratique mixte est quand même développée. Je parle des sports co, alors je parle évidemment pas des doubles mixtes en tennis, etc. Donc ce foot mixte se développe. Le foot féminin, on en a parlé, c'est intéressant, c'est vrai que la FFJT a voulu le développer à un moment, mais le volontarisme, et ça a été souligné à travers ton intervention, ne suffit pas toujours pour assurer la bascule, surtout si vous n'avez pas le socle de joueurs. Et aujourd'hui, le foot féminin commence à se redévelopper un peu en FFJT, en parallèle du foot mixte, mais c'est vrai que c'est plus compliqué, se heurte les mêmes difficultés d'accès au terrain, les mêmes difficultés, alors qu'il y a des volontés politiques fortes, hein, de résistance culturelle, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué. La particularité, quand je dis que la FFJT a un rapport fort au foot dominant, c'est que le foot jeune est assez peu développé chez nous, quelques clubs à exception près. Donc, quand je dis que les gens viennent rejouer en FFJT, c'est pas faux au sens où c'est souvent à l'âge adulte que les personnes rentrent dans des clubs FFJT en s'étant souvent soit formés dans des clubs de la 3F ou d'autres fédérations, soit ayant joué de manière ludique ou loisir toute une partie de leur vie, donc en n'étant jamais dans un cadre associatif. Donc il y a cette idée, mais il y a une adhésion très forte après, mais c'est quand même cette idée que voilà, c'est le contact, les passerelles sont très nombreuses. On a beaucoup de gens qui vont jouer dans les deux fédérations, ça existe également, qui vont jouer par exemple en foot à 7, auto-arbitrés pour s'amuser, pour quelque chose de plus ludique, et qui vont avoir une équipe de foot à 11, 3F, un peu sérieuse, plus classique, compétitive. Là, je ne vais même pas aborder la question très problématique de la compétition, qui est quelque chose à la fois qu'on veut défendre dans le sport et dans le foot, parce qu'il faut toujours une vision des compétitions éducatives. Alors moi, je ne suis pas toujours forcément dans ce credo, mais vous savez, il y a l'adversaire est l'ami qui me fait progresser, tous ces grands principes que la compétition est un lieu aussi, on peut apprendre des valeurs, surtout des règles communes, etc. Mais donc la compétition aussi quelque chose qui est très importante. Et bon, je vais donner des exemples, hein, quand je dis qu'il y a des passerelles. Dans le foot des années 30, vous savez, il y avait un joueur, un international dans la Fédération sportive du travail, qui s'appelait Gustave Sebes, hein. Ceux qui ont, je ne sais pas, mais c'est le grand entraîneur de la grande équipe de Hongrie du 11 d'or des années 50. Quand il a été réfugié politique en France, il était dans international de l'équipe de France FST, qui, elle, acceptait des joueurs qui n'avaient pas de nationalité française, c'est toujours le cas par ailleurs, parce que, comme ça peut exister au rugby, hein, pas final aujourd'hui encore, mais qui est parce qu'on considérait que ce n'était pas un problème à l'époque au sein du monde sportif ouvrier, solidarité internationale, internationalisme. Aujourd'hui, la FFJT a un grand nombre de clubs ou d'équipes
qui sont des équipes de migrants ou de mineurs isolés, puisque contrairement à la FFF, on n'a pas les mêmes pudeurs juridiques ou les mêmes exigences de contrôle quant à leurs papiers en règle ou non. Donc je pense à Team Autre-Sport, etc. Il y a eu un documentaire sur Canal+ sur une de ces équipes qui était plutôt pas mal. Si on se rapproche, Dominique Rocheteau, à la fin de sa carrière, a joué en FSGT. Voilà. Et récemment, il y a eu Vicage Dorasso qui joue au foot à 7 et qu'on a un peu parlé autour de l'idée que c'était un foot différent, que lui essayait de promouvoir. Alors on voit c'est plutôt des figures atypiques du football dont je vous cite, qui se retrouvent vers la FSGT, mais il y a toujours ces ponts. La question qui m'était posée au préalable, elle m'avait beaucoup amusé. Est-ce qu'il existe un autre football au sein de la FSGT? Donc moi, la formule, je reviens là-dessus, c'est vraiment cette idée, ça reste du football, ça reste cette espèce de grand... Alors, revenons à nos maîtres, Alfred Wahl qui disait « ça fait social total » en s'inspirant évidemment de Marcel Mauss. Mais oui, elle reste au sein de cette grande culture foot qui, à travers le monde, a pris des formes, des aspects différents. Le football féminin tel qu'il existe aux États-Unis n'est évidemment pas celui qu'on vit aujourd'hui en France. Et il suffit de voir comment l'équipe de football a été accueillie après sa victoire en Coupe du Monde à New York et comment elle pèse socialement. Ça a été cité dans les années 90 quand les Bleus ont eu ces rôles énormes. Alors, évidemment, avec des désillusions, mais d'un coup, ils ont pris une stature politique et sociale. En 84, quand l'équipe de France remporte l'Euro, moi je me souviens, je n'ai pas eu d'impression qu'il y a eu ces débats-là. Vaguement, on a rappelé que Michel Platini avait des origines immigrées, que, comment il s'appelle oh mon Dieu, il avait des origines espagnoles, et puis on taisait par exemple les origines africaines ou antillaises de certains joueurs. Donc là, en 98 et aux États-Unis, aujourd'hui, le football, le soccer féminin est un élément important du jeu politique social. Donc voilà, c'est pour dire les différences et pour expliquer un peu. Donc, est-ce que le football au sein de la FSGT est un autre football? Oui, mais il reste inscrit dans cette culture foot générale. Il participe à ces problématiques. Peut-être qu'il les héberge et qu'il les résout différemment et qu'il trouve des solutions que des structures plus institutionnalisées comme la Fédération française de foot ne peuvent pas adopter d'elles-mêmes en plus, puisqu'elles sont liées à des hiérarchies. Il y a des difficultés, des résistances. Toutes les évolutions sur l'arbitrage ont été très complexes et il y a eu beaucoup de débats internes sur ce qu'on pouvait adopter ou pas. Je répète, le double arbitrage ou la touche au pied, c'est pas simple parce que dans la culture foot, la touche, c'est un moment important. J'ai essayé aussi de dire cette conviction que j'ai que alors vous savez, on est sur des petits chiffres. Hein. Là, on a cité 160 000 footballeuses aujourd'hui. En comptant les dirigeantes, oui, d'accord, en comptant les encadrements, d'accord. Là, je parle de 30 000 footballeurs à 7. Il y a à peu près un peu moins le même nombre en football à 11. Donc, on est sur des quantités qui, par rapport aux 2 millions de licenciés du foot 3F, restent modestes. Mais c'est, comme tout le monde, comme on dirait, on les regarde beaucoup plus qu'elles ne sont parce que justement, elles interrogent. Je pense que c'est une des forces du foot FSGT. Aujourd'hui, que dire d'autre? Moi, ça m'amuse beaucoup, hein, la façon dont il est révéhiculé aujourd'hui, ce foot FSGT, sur les réseaux sociaux. Ce sera mon dernier point, parce que c'est devenu très important, les réseaux sociaux. Je vois des gens qui jouent en FSGT, qui maintenant le revendiquent, notamment en foot à 7, qui en parlent. Il y avait Julien Bonnet qui était commentateur, qui est toujours commentateur chez Bein, qui joue en foot à 7, qui en parlait. Cédric Satiel à France Culture, qui s'occupe d'une émission sur les nouvelles technologies, qui en a parlé. Des personnalités où ça devient c'est plus invisible comme ça a pu l'être à un moment. Grâce aux réseaux sociaux, on a des clubs très présents sur les RS qui s'amusent et provoquent en face. Donc il y a un nouvel espace et c'est une évolution qui est, alors même si je sais que je suis encore de temps en temps que la FSGT c'est le sport rouge et compagnie, ce qui m'amuse beaucoup, c'est pour le coup c'est pas centralisé, dirigé par une internationale ou comme interne, ou alors j'ai oublié d'y siéger, mais j'aimerais bien, ce serait sympa. Mais voilà, non, c'est voilà. Donc j'ai essayé d'être un peu clair, ce qui n'est pas mon fort, pour tout vous dire, de vous présenter un objet qui est particulier. Et j'espère que ça vous a malgré tout intéressé. Je suis dans les temps où j'ai dépassé. Je vais pas trop là. C'est très bien. Là. Tu as Parfait. À 2 minutes. On est bon. Bien, merci Monsieur Xis. En tout cas, moi j'ai trouvé l'exposé convaincant et avec des valeurs spécifiques à la FSGT. J'imagine que ça peut appeler quelques questions dans la salle. Je sais que Paul s'était mis au walking football d'ailleurs.
Non, c'est un projet. Parce que ça commence à 60 ans, le football, le walking football. Il n'y a pas d'âge. Je sais. Mais je trouve... Alors, c'est né en Angleterre, je crois. Oh, oui, c'est ça. Et je trouve que... Tu l'as très bien décrit. Je crois que c'est Michel Platini, dans ses mémoires, qui dit que il écrit « Je suis mort une première fois le jour où j'ai arrêté de jouer au niveau professionnel ». C'est vrai que là, le moment où on arrête de jouer parce qu'on a des problèmes de dos, etc., c'est un moment qui est... oui, c'est une petite mort d'une certaine manière, quand on aime vraiment le jeu. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, une initiative qui est tout à fait utile, justement, pour une question de santé publique, et puis pour retrouver finalement du ludique dans l'exercice physique. Mais alors, il y en a combien à la... alors, c'est tout petits effectifs, peut-être, non ? Je crois qu'on a une vingtaine de clubs aujourd'hui. Ça date d'il y a 2-3 ans. Ça a été empêché par le confinement. Par contre, ça se développe constamment. C'est une pratique mixte chez nous. Il n'y a pas d'âge. Maintenant, évidemment, ça touche plutôt une population senior, d'anciens footballeurs qui reviennent. C'est vraiment, quand je dis que c'est émergent, c'est là-dessus. Il y a une volonté de le pousser parce que pour le coup, ça répond aussi à la politique de sport santé de la FSGT. D'en faire le sport santé ne doit pas être quelque chose de purement faites vos exercices de gym suédoise pour être en forme parce qu'il ne faut pas que vous coûtiez trop cher à la sécu. Ça ne peut pas être ça. Donc à la fois c'est associatif, c'est convivial parce que ça permet aux gens de se retrouver. Surtout, moi je suis frappé que ça se développe dans des coins comme à Alençon ou en Corse, des zones où a priori on s'attend. À Paris, je me disais oui évidemment ça va prendre, il n'y a pas de souci, ça se fait dans des gymnases donc c'est parfait, ça peut se faire toute l'année. Il y a des endroits où c'est à éclos et à Marseille, même l'équipe de FSGT de Marseille a été participer aux Coupes du Monde qui est organisée en Angleterre. Ils ont fini 3e, je crois, mais donc ils sont vraiment. Donc on est inscrit aussi dans ce. Il n'y a pas de pudeur institutionnelle. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai recommencé à voir mon fils jouer en club et que je me suis retrouvé sur le bord du terrain. C'est vrai que c'est une petite frustration parce que. Voilà, moi, d'ailleurs, il m'a réconcilié beaucoup avec le foot, surtout je suis devenu très sceptique parce que lui, il le vit de manière passionnée. Par ailleurs, j'en discutais, bon, ça sera un des débats, mais je ne sais pas comment un jeune arbitre peut aujourd'hui avoir envie de venir en noir sur un terrain, parce que c'est pas, même à des niveaux très faibles, c'est vraiment très, très dur, et je pense qu'on atteint la limite du système, pour le coup. Mais le walking foot, oui, je pense que ça va être une des pratiques qui va se développer le plus à l'avenir, parce qu'on veut jouer au foot toute sa vie. Oui. Oui. Non. Non, je voudrais juste faire... Bon, je suis pas sûr d'avoir bien compris tout ce que vous avez dit. C'est possible. Voilà. Mais, et si la FSGT, c'est mieux que la FFF et tout. Mais en tout cas, je voudrais vous dire que, en parlant de walking football ou de football à 7, auto-arbitré avec les touches au pied, dans les districts d'Île-de-France, il y a des équipes de plus de 55 ans où on joue exactement comme ça, sans passer par la FSGT. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était mieux. J'ai dit qu'il y avait des adaptations qui étaient arrivées beaucoup plus tôt parce qu'il n'y avait pas des pesanteurs. Les équipes de plus de 55 en Ile-de-France, ça existe depuis plus de 20 ans. Mais là, moi, j'ai pas parlé là, des vétérans. Enfin, il y en a aussi. Mais je vais parler du walking foot qui est apparu très récemment en Angleterre et qui ça arrive en France. Oui, non, mais je voulais signaler que finalement, la FFF, elle fait aussi des innovations. Mais comme j'ai dit, du FOLEP a aussi du foot à 7. Il y a le foot à 7 auto-arbitré, structuré le plus, pour moi, à moins que ça m'ait échappé, j'ai pas vu de championnat ou de coupe fédérale de foot à 7 en 3F. Voilà, mais je me trompe peut-être. En tout cas, en plus de 55, ça existe depuis très très longtemps. En Ile-de-France, en tout cas. Mais je parlais du foot à 7, un senior, comme on dit. Oui. Oui, je voudrais juste faire une observation, parce que vous avez parlé de Marseille, en fait, la cité où je réside. Il y a un tournoi fort sympathique et populaire que vous connaissez sans doute, c'est le tournoi organisé par le Celtic Irish Club Marseille. En fait, ce club est surnommé en fait les Irlandais de Marseille. En fait, j'y participe non pas en tant que joueur, puisque chaque année je porte la parole du fair play à l'occasion de ce tournoi, et donc je voulais le citer
que c'est un tournoi donc organisé par ce club Celtic Irish Club Marseille qui est fort populaire et sympathique. Oui, et qui par ailleurs est tenant de la Coupe nationale FSGT Auguste Delaune. Oui, 3 fois. Oui, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils ont remporté la Coupe Auguste Delaune à 3 reprises. Exactement, voilà. C'est un des gros clubs FSGT. Et par ailleurs, pour aller jusqu'au bout, il participe à une réunion, un tournoi régulier entre tous les Celtiques. Tous les clubs celtiques. Il participe aussi au tournoi du Liverpool France, qui est le groupe des supporters du Liverpool Football Club. Qu'on salue après ce qu'ils ont vécu et récemment. Voilà. Non, mais très, très grand club. Bien, d'autres interventions dans la salle? On peut me critiquer, hein, j'en suis jamais mort. J'avais une autre question, c'est l'implantation territoriale, parce que finalement, ça reste sur les anciens bastions du Parti communiste français. Heureusement que non. Je vais répondre de manière provoque. Franchement, c'est une des singularités. Il y avait cette idée que la FSGT était à Bassé, banlieue rouge, Marseille, qui était aussi cette région-là. Mais par exemple, la FSGT est très forte à Nice, très forte en Bretagne, très forte dans des régions comme celle-là, en Alsace, qui est quand même pas aujourd'hui un bastion. Et puis il y a un phénomène, mais là on déborderait le foot, mais l'aspiration à une pratique sportive au sens large dans le milieu rural aujourd'hui, on le voit par exemple dans le développement du vélo, du cyclo, du VTT. Chez nous, c'est très lié à des petites communes, des petits clubs. La FSGT, c'est plutôt bien étalé. Maintenant, on est même en Corse, on a un comité à La Réunion. Alors là, effectivement, on pourrait parler des réseaux, mais non, par exemple, l'escalade ne se développe pas du tout sur ce modèle-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une histoire très forte. Pour le coup, si vous voulez, vous tapez histoire de la FSGT, il y a comme une littérature. J'ai écrit des articles, mais André Gounod et d'autres, Fabien Sabatier et tout ça, ont publié des travaux remarquables. Il y a un chapitre dans ton livre d'ailleurs sur le foot rouge et travailliste. Voilà, donc aujourd'hui c'est national. Il y a quelques départements effectivement où la FSGT n'est pas présente. Mais évidemment, tous les sports ne le sont pas. Et football, cyclo, voilà, c'est cyclisme et maintenant escalade et d'autres sont effectivement des points forts. Et on est dans le Nord, évidemment. Là, pour le coup, c'est très lié au passé, mais c'est plutôt le côté socialiste. Comme la Fédéo de Lagrange, par exemple.